Début avril 2026, le monde a assisté, complètement stupéfait, à une désescalade spectaculaire au Moyen-Orient. C'est un retournement de situation que personne, mais vraiment personne, n'avait vu venir. Alors que la région était littéralement au bar de l'explosion, tout a basculé. Le 7 avril, imaginez la scène, les marchés financiers mondiaux sont suspendus. Ils retiennent leur souffle. Pourquoi ? Parce que l'ultimatum lancé par le président américain Donald Trump à l'Iran, il est sur le point d'expirer. Et les menaces qui l'accompagnent sont d'une violence absolument inouïe. La tension, elle est à son maximum. Et pourtant, le lendemain, c'est la surprise totale. Les prix du pétrole s'effondrent. On parle d'une chute spectaculaire, plus de 15%. C'est un signal extrêmement fort. Un signe que quelque chose de majeur vient de se passer, qui a complètement retourné la situation. Alors la question est évidemment sur toutes les lèvres. Comment est-ce qu'on est passé d'une situation au bord de la guerre totale à un retournement aussi radical, et ce, en quelques heures à peine ? Pour le comprendre, il faut qu'on revienne un peu en arrière, à l'origine de cette crise. Bon, alors, pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut repartir du début, de l'étincelle qui a tout déclenché. Tout a commencé le 28 février. Une opération militaire coup de poing qui décapite littéralement le sommet du pouvoir iranien. Et là, la réponse de Téhéran, elle est immédiate, elle est foudroyante. En l'espace de quelques heures seulement, toute la région s'embrase et devient une zone de très très haut risque pour le commerce mondial. Et bien sûr, cette escalade fulgurante, ça a provoqué un effet domino immédiat. Ça a frappé en plein cœur de l'économie mondiale, les chaînes d'approvisionnement. Concrètement, la crise a paralysé la logistique mondiale sur deux fronts absolument critiques. D'un côté, en mer, où les routes vitales ont été coupées net, de l'autre, dans les airs, où le trafic a été interrompu de manière brutale, ce qui a créé un chaos indescriptible. L'impact sur le transport maritime a été, il faut le dire, absolument dévastateur. Le détroit d'Ormuz, imaginez, c'est un 1/5 du pétrole mondial qui passe par là, il est devenu une zone interdite. Du coup, les compagnies ont été forcées de dérouter leurs navires par le cap de Bonne-Espérance. C'est un détour immense qui coûte une fortune en temps et en argent et qui a laissé des centaines de navires bloqués. Et la situation était tellement grave que certaines compagnies ont dû utiliser une clause du droit maritime dont on n'entend presque jamais parler, la fin de voyage. C'est vraiment une mesure extrême, très rare. Pourquoi ? Parce qu'elle brise la promesse de base du transporteur, qui est de livrer la marchandise à bon port. En fait, en l'activant, l'armateur peut, en toute légalité, abandonner la cargaison dans un port qu'il juge sûr, et c'est au propriétaire de se débrouiller avec. Ça montre bien à quel point la confiance dans la sécurité des routes maritimes était complètement rompue. Et comme si ça ne suffisait pas, il a fallu en plus faire face à de nouvelles surtaxes. Des surtaxes de conflits d'urgence qui pouvaient grimper jusqu'à 4 000 $ par conteneur. C'est juste une explosion des coûts qui, évidemment, s'est répercutée sur toute la chaîne logistique. Pour ce qui est de l'aérien, la situation était tout aussi critique. Les plus grands carrefours du monde, des hubs comme Dubaï, Doha, fermés. Du coup, le modèle logistique qu'on appelle Sea Air, qui est un mix très efficace de transport maritime puis aérien via ces hubs, a été anéanti. Ça a complètement paralysé les chaînes d'approvisionnement les plus rapides entre l'Asie et l'Europe. Au total, c'est plus d'1/5 de tout le fret aérien mondial qui a été directement impacté. Ce n'est pas un petit problème, c'est un véritable choc systémique pour le commerce international. Et tout ça, ce n'est pas juste une impression, c'est confirmé par les experts. L'analyse du comité des risques de la Global Business Travel Association a vraiment mis en lumière l'ampleur de la crise. Le rapport a parlé d'une perturbation mondiale sans précédent et a surtout souligné à quel point nos systèmes logistiques, qui sont tous connectés, sont en fait très fragiles. Alors voilà. On a une pression économique et logistique qui est juste immense. Comment est-ce qu'on sort de cette impasse ? C'est là qu'un accord un peu inespéré a vu le jour. Cet accord, qui a été négocié en coulisses par le Pakistan, c'est une trêve très fragile de 2 semaines. D'un côté, l'Iran accepte de rouvrir le détroit d'Ormuz, ce qui est vital. De l'autre, les États-Unis et Israël mettent leurs opérations militaires en pause. Le problème, c'est que les désaccords de fond sont toujours là. Téhéran exige de pouvoir continuer son programme nucléaire et veut la fin des sanctions. Pour Washington, à long terme, c'est tout simplement inacceptable. On voit déjà que c'est bancal. Mais cet accord, c'est une paix qui est pleine d'interrogations. Loin de régler le problème, son annonce a soulevé encore plus de questions et a révélé des failles énormes, et ce, dès les tout premiers instants. Ce qui est assez troublant, c'est que jusqu'aux toutes dernières minutes avant l'entrée en vigueur de cette trêve, la violence n'a absolument pas cessé. Les missiles iraniennes continuaient de pleuvoir et en même temps, des frappes israéliennes très meurtrières touchaient le Liban. Mais sans surprise, à peine l'accord annoncé, chaque camp s'est empressé de crier victoire. Le président américain, lui, a parlé d'une victoire totale et complète. L'idée, c'était de faire passer ça pour une reddition de l'adversaire. De son côté, le médiateur pakistanais a essayé de calmer le jeu. Il a annoncé un cessez-le-feu global, qui s'applique à toute la région. Et il a bien insisté sur un point. Ça inclut le Liban, qui était un des fronts les plus chauds du conflit. Sauf que, presque au même moment, une déclaration tombe.
Elle vient du bureau du Premier ministre israélien et elle dit tout le contraire. Pour Israël, le cessez-le-feu n'inclut pas le Liban. C'est une divergence fondamentale qui vient saper toute la crédibilité de la trêve avant même qu'elle n'ait commencé. Du coup, la question reste entière et elle est cruciale. Est-ce que cet accord est un premier pas vers une paix durable? Ou est-ce que c'est juste une pause tactique de 2 semaines pour que chaque camp puisse se réarmer et se préparer pour la suite? Tout l'avenir de la région, et même une partie de l'équilibre mondial, est suspendu à cette question.